Parfois, il y a des gens qui demandent, mais c'est quoi Maroussel par rapport au modèle hydrologique plus classique, par exemple, qu'Olivier Boutron de la Tour du Valat a développé pour le système d'Aquerès ou autre. Et moi, l'image qui me vient en tête dans ces cas-là, c'est que je vois Maroussel comme un outil qui permet de modéliser la variation du niveau d'eau, alors que les modèles hydrologiques typiques sont plutôt basés sur la mécanique des fluides et c'est plutôt les mouvements d'eau d'un bassin à l'autre. Donc, c'est vrai que Maroussel, hein, on l'a pensé pour un marais relativement fermé, une espèce d'entité. Et donc, on a l'eau qui peut augmenter ou diminuer en fonction de la météo. Et dès qu'on déroge de cette tendance-là, ça veut dire qu'on a des interventions humaines. Donc, c'est pas plus compliqué que ça, mais c'est vrai que ça donne plein de possibilités d'application, en fait, que des fois, peut-être, vous n'avez pas encore imaginé. Et c'est un peu le projet, le sujet des prochaines diapos où je vais vous montrer, je pense que c'est 7 ou 8 exemples d'applications qui ont été faites avec Marossel. Il y en a certains qui vont reconnaître leur site, d'ailleurs. Alors, au départ, quand on a créé Marossel, on s'est dit, ben, est-ce qu'on peut déterminer la contribution de la gestion anthropique à l'hydrologie des marais? Eh bien, oui. Et puis là, vous avez le résultat. Donc, la courbe, hein, la courbe en noir, c'est donc les niveaux moyens dans tous les marais des étangs Charny-Escamande, donc qui sont ici. Et la courbe en rouge, c'est les niveaux d'eau que l'on aurait si il n'y avait pas d'intervention humaine, s'il n'y avait pas d'ajout des niveaux d'eau. Et on est arrivé donc à la conclusion que pour la période donc, qui était considérée à l'époque, hein, 93 à 2010, les interventions humaines ont contribué à 45% des volumes d'eau qu'on a dans les marais. Et c'est pas tant que ça, parce que quand vous regardez, en fait, vous apercevez qu'à presque tous les ans, on a un sec estival qui est quand même assez marqué. Donc, c'est pas ce qu'il y a de plus géré comme marais, hein. On respecte relativement les cycles méditerranéens, parce qu'on va voir, c'est quand on rajoute de l'eau l'été que ça coûte extrêmement cher en termes de niveau d'eau, parce que il n'y a pas de pluie, et puis l'évaporation, elle est très importante. Marossel, la deuxième application, c'est que ça peut aider à comprendre l'impact de la météo pour mieux gérer ces marais, parce que des fois, on est comme on ne sait pas trop jamais d'où vient l'eau, est-ce que c'est du ciel ou est-ce que c'est de la martelière. Ça permet de mieux comprendre comment ça fonctionne. Et ce que ça a permis de déterminer, par exemple, c'est que les 3 seuls mois de juin, juillet et août, donc 25% de l'année, correspondent à 60% des besoins en eau de marais qui seraient permanents. Donc, c'est là, comme je disais, que les besoins en eau sont très, très importants. Et on a aussi, on peut tirer comme conclusion, sur la base de ce jeu de données que l'on avait pour les étangs Charny-Escamande, donc qui n'ont pas de bassin versant, que les marais seraient asséchés de juin à octobre la plupart des années, s'il n'y avait pas d'intervention sur les niveaux d'eau, que dans des années particulièrement sèches, qui correspondent, c'est pas une règle, hein, c'est juste que quand on regarde une année sèche, l'année la plus sèche qu'on a, ben, elle a à peu près 25% de précipitations en moins qu'une année moyenne. La remise en eau ne se ferait naturellement que en décembre. Quand on a des années pluvieuses, donc qui inversement ont à peu près 25% de pluie de plus, eh bien, le sol serait saturé en eau l'été, mais il n'y aurait quand même pas d'eau l'été. Et c'est seulement en septembre que le marais pourrait à nouveau être inondé grâce aux pluies automnales. Et ce qu'on a déterminé aussi, c'est que 2 années sèches de suite, ça avait un impact très important avec des marais qui sont asséchés complètement pendant 3 ans. Même si la troisième année, elle est pluvieuse, on a une telle baisse d'eau dans le sol que ça prend des volumes d'eau extrêmement importants pour remettre les marais en eau. Et vous avez donc les 3 graphiques où on vous indique ici, c'est un peu les niveaux d'eau moyens auxquels il faut s'attendre, hein, pour une année moyenne, sèche ou pluvieuse. Donc ça, c'est pour des marais qui n'ont pas de bassin versant, mais c'est souvent le cas des marais que nous avons à gérer. Un troisième exemple d'application nous vient des marais du Méjean, où l'Agence de l'eau a demandé à savoir en fait quels étaient les volumes d'eau qui étaient prélevés du LES pour irriguer les marais. Et je pense que c'était peut-être une des premières applications de Marossel extérieure à la Tour du Valat. Alors, les marais du Méjean ne mesuraient pas les niveaux d'eau. Ils avaient des règles de gestion. Donc, ils avaient des marais avec
une échelle au point le plus profond du marais. Et leur principe de gestion, c'était de dire, ben, nous, on veut qu'au printemps, le niveau d'eau à la règle soit de 20, qu'à l'été, il soit de 0, qu'à l'automne, il soit de 30 et qu'à l'hiver, il soit de 35. Mais il n'y avait pas un suivi. Bon, le gestionnaire passait de temps en temps, il disait, bon, c'est bon, on est en hiver, le niveau est bien 35, c'est parfait, mais il n'y avait pas de mesure vraiment en continu. Et donc, Gaétan, pour pouvoir transformer ça, comme on disait tout à l'heure, en niveau moyen, a demandé au gestionnaire d'évaluer approximativement à quelle proportion de surface asséchée chaque niveau correspondait. Donc, le gestionnaire a dit comme ça, juste par connaissance empirique, ben, au printemps, quand on veut une hauteur d'eau de 20 cm, en fait, on a à peu près 40% du marais est asséché. Et puis, on a dit, ben, etc. Donc, ces chiffres-là, ils ont été définis a posteriori pour les besoins de la modélisation d'un Roussel. Donc, tout à l'heure, on disait que pour cette transformation, on peut la faire à peu près ou on peut la faire aussi par une formule. Donc, Gaétan a développé une formule qui est ici. Là. Vous avez le niveau moyen est égal au niveau observé moins le niveau bas. Et là, on définit ici que le niveau bas, en fait, c'est la mesure à l'échelle lorsque le marais est complètement sec. Moins pi divisé par 10 multiplié par niveau max moins niveau min divisé par le pourcentage d'assèchement maximum et le pourcentage d'assèchement minimum. Bref, ne m'en demandez pas plus, mais a priori, ça fonctionne. Et donc, vous avez un peu la représentation, le schéma pour comprendre. Donc ici, on considère que le marais est... c'est quoi déjà? Donc, moins 10 à la règle correspond à ce qu'on appelle le niveau moyen auquel on a en fait la moitié de la surface qui est asséchée. C'est bon? Alors, à partir de ça, donc on a on a intégré les règles de gestion dans nos modes de gestion, hein, de dire il faut. Donc là, on n'a pas pris les niveaux directement. Attendez un petit peu. Donc, on a utilisé les hauteurs d'eau, mais transformées en fonction de cette formule en niveau moyen, que l'on a mis dans les modes ici. Donc, puisqu'on avait des chiffres par saison, ben, on avait 3 fois le même chiffre pour le printemps, l'été, etc. Et puis, à partir de ça, on l'a fait donc on a fait seulement, en fait, tout ce qu'on voulait faire, c'était 3 modélisations, une année sèche, une année moyenne et puis une année pluvieuse. Et puis, on a fait, donc vous les avez ici, les trois années. Et puis, pour chacun des 14 marais, donc on a calculé quel était le volume d'eau en multipliant la valeur produite ici par Morosel, qu'on le multiplie par le nombre d'hectares du marais. Et comme ça, on a le nombre total de mètres cubes d'eau que les marais du Méjean prélèvent au LES pour, selon qu'on a une année humide ou moyenne ou sèche. Et comme ça, l'agence de l'eau est contente parce qu'elle a les chiffres qu'elle avait demandés. Est-ce qu'il y a des questions sur cet exemple particulier? En fait, c'est l'agence de l'eau qui voulait savoir. Parce que d'autres usagers payaient pour l'eau. Et la question, c'était de savoir est-ce qu'il y a beaucoup d'eau qui est prélevée? Parce que bon, vous savez qu'il y a souvent il y a des tensions sur l'allocation de la ressource en eau parfois, mais on voulait savoir quelle était la quantité d'eau monopolisée, entre guillemets, par les zones humides. Donc, on apprécie quand les zones humides épanchent les crues, ce qui est le cas ici aussi, hein, mais on voulait aussi savoir, en période normale, est-ce qu'on perd beaucoup d'eau par rapport à ces zones humides. Un quatrième exemple nous vient de la Tour du Valat, où on a le cas de la Baisse Salée, qui est en fait un ancien bras du Rhône. Donc, c'est le marais le plus profond que nous avons. Il fait 50 hectares. Il est colonisé par le roseau sur la bordure. Et quand on a... à l'époque, on faisait une gestion assez interventionniste. On se disait c'est un de nos plus gros marais. On peut avoir à la fois des oiseaux paludicoles, des canards, des échassiers en fin d'été, des limicoles, etc. Donc, on veut avoir de tout, donc on met beaucoup d'eau. Et puis, à un moment donné, il y a eu un changement un peu de paradigme où, en fait, on mettait on montait le niveau d'eau du marais à 80 cm en septembre et après, on laissait aller. Et on disait comme ça, on va avoir quand même de la vie faune.
Et à partir du plan de gestion 2007-2013, on a dit, ben non, en fait, il faut respecter peut-être plus le climat méditerranéen et le fonctionnement naturel des marais, parce que la plupart des marais à la Tour du Valar ont la chance d'avoir encore un bassin versant. Et donc, on a dit, ben, à partir de maintenant, on ne va plus intervenir sur la gestion des niveaux d'eau, on ne va pas gérer de martelière. Par contre, on avait des objectifs clairement établis. On voulait avoir des passereaux paludicoles, du butor, si possible du pourpré. Et puis, on a l'habitude d'avoir pas mal de spatules qui viennent après la repro, et puis des canards, même plongeurs, à la migration et à l'hivernage. Mais après notamment 2 années sèches, on a constaté, et donc quand il est eu le temps d'évaluer le plan de gestion, on faisait évidemment des suivis en ITO sur le site. On s'est dit, ouais, mais en fait, on fait ce qu'on a dit en termes de gestion hydrologique, mais les oiseaux, ils ne sont pas là. Donc, est-ce que Maroussel peut nous aider à solutionner ce problème? Et on a eu une Émilie Marchwicki qui a fait un stage master, là, du master GEMA, qui a donc planché sur le problème. Alors, la première chose qu'on a fait, on a utilisé Marossel pour faire une phase diagnostique. Donc, on savait que les 2 dernières années avaient été sèches. Ça avait été une catastrophe en termes d'oiseaux, mais on s'est dit oui, mais peut-être que ça ne se reproduira plus jamais, ou en tout cas pas souvent, et qu'on est juste malchanceux, puisque c'était une gestion qui était mise en place de façon relativement récente. On n'avait pas vraiment de recul. Donc, on a dit, ben, on va regarder avec Marossel. On va faire des modélisations sur plusieurs années et on va voir quelle est la. Donc, on connaît les oiseaux, on sait qu'est-ce qu'on a besoin comme niveau d'eau pour accueillir les différentes espèces aux différentes périodes de l'année. Donc, on va voir dans quelle mesure on peut atteindre ces objectifs-là sans intervenir sur les niveaux d'eau. Et ce que Marossel nous a dit, c'est qu'en fait, on pouvait y arriver seulement 3 années sur 10, compte tenu de la météo qu'on avait eue pendant les 20 dernières années. Donc, on a dit, bah, c'est pas assez. On s'est dit, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour avoir tous les oiseaux que l'on veut? Eh bien, il faudrait avoir une gestion très interventionniste avec des apports d'eau en été et en automne qui dépassaient les 8500 mètres cubes par hectare par année. Et là, on s'est dit, bah, oui, sauf que nous, c'est pas non plus dans notre philosophie de gestion, on ne veut pas intervenir à ce point-là. Donc là, on s'est dit, bah, est-ce qu'on peut utiliser Marousel pour finalement trouver un compromis entre mettre un peu d'eau, mais pas trop, mais quand même assez pour avoir pas mal d'oiseaux, si possible aussi en s'adaptant à la variabilité climatique, parce qu'on considère que c'est important de ne pas avoir des marais qui sont gérés exactement de la même façon chaque année, parce que le climat méditerranéen, il n'est pas comme ça. Et c'est vrai qu'avec ces variabilités annuelles, ben, ça permet aussi, donc chaque année, différentes années, on peut avoir différentes espèces de plantes qui vont se développer, qui vont en profiter. Idem pour les oiseaux. Alors, c'était intéressant. Émilie, il est arrivé à la conclusion que la meilleure gestion était une gestion qui s'adaptait sur des conditions réelles observées sur le marais. Donc, elle a dit, si on a une année où le printemps est plutôt sec et que dès le mois de juin, le marais est déjà asséché, ben, on le laisse assécher, mais on le remet bien en eau en octobre on monte le niveau d'eau à 50 cm et comme ça, ben, ça sera bon au moins pour l'hivernage, l'immigration, l'hivernage des oiseaux d'eau. Par contre, si on a un printemps plutôt arrosé et que les marais sont toujours en eau en juillet, ben, on va prolonger cette inondation en maintenant une lame d'eau jusqu'en août et comme ça, ben, on va pouvoir accueillir les spatules, les limicoles, etc. Et si les pluies sont là en automne, ben, on pourra aussi avoir beaucoup de canards et puis voilà. Donc, c'est intéressant parce que en fait, on modifie les règles en fonction de l'état du marais en juin ou en juillet. Et cette stratégie-là, elle a permis, d'une part, on évite des très longues périodes d'assec parce je pense qu'on s'est retrouvé avec la baisse salée qui a été asséchée pendant plus d'une année, même si c'était pourtant le marais le plus profond de la Tour du Valar. Ça permet de réduire aussi les apports en eau à des niveaux raisonnables, de l'ordre de 3400 mètres cubes par hectare par année en moyenne. Donc, ça dépend si c'est une année sèche ou humide, etc. Et puis, ça permet aussi de favoriser ces variations interannuelles dans le climat méditerranéen, qui est un peu le garant de la résilience des écosystèmes. Et pour ce qui est des oiseaux paludicoles, eh bien, on se dit, les années pluvieuses, un ou l'autre des scénarios sera favorable aux oiseaux paludicoles, sachant que les roselières, puisqu'elles sont en bordure, elles sont aussi situées dans les points les plus hauts du marais, qui forcément vont s'assécher le plus tôt au printemps ou à l'été. Par contre, pour le pourpré,
C'est comme pas possible parce que le pourpré, il a besoin de 30-40 centimètres d'eau dans le roseau jusqu'en juillet. Et là, à moins d'avoir une année, enfin, on n'a pas encore connu d'année assez pluvieuse pour ça. Mais on a considéré que bon, le marais ne s'y prêtait pas, ou en tout cas pas avec notre philosophie de gestion. Oups, j'ai passé un exemple. Un cinquième type d'application, là, on change un peu d'échelle. C'est à partir du moment en fait où on a intégré les projections climatiques, on s'est dit que c'était important de le valoriser aussi au niveau scientifique. Donc, on a publié un article et on s'est dit que ce serait intéressant de voir en fait à quoi faut-il s'attendre au niveau de l'hydrologie des zones méditerranéennes tout autour de la Méditerranée face au changement climatique en fonction des deux scénarios de, d'émissions de gaz à effet de serre. Et une chose que l'on peut faire avec Marocel, c'est d'évaluer le stress hydrique en fonction de différentes régions. Donc là, pour ce faire, on ne connaît pas des marais sur tous les carrés de 1 degré, comme vous voyez sur la carte. Donc, on a créé un marais virtuel. On a dit, donc Gaëtan a défini des paramètres pour que le marais puisse être fonctionnel avec, je pense que c'était au minimum, c'était quoi? C'était peut-être 6 mois d'inondation par année. Donc, on ajustait le bassin versant, la hauteur de nappe phréatique et de façon à avoir quelque chose quand même de logique, de cohérent. Et comme je disais tout à l'heure, quand vous avez des carrés gris sur la carte, là, c'est parce qu'en fait, on n'a pas réussi à avoir des marais fonctionnels dans ces zones-là. Et plus tard, on s'est mis à regarder une carte du climat, puis on s'est dit, ouais, en fait, c'est considéré qu'on est déjà en zone aride ou semi-aride. Donc, on est en dehors de la zone méditerranéenne. Et donc, on a, en créant ces marais virtuels-là, donc les paramètres, on les a conservés fixes. On a dit, on met 10 cm d'eau dans tous les marais et on regarde quel est le stress hydrique, c'est-à-dire quelle précipitation moins évapotranspiration, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui. Donc, vous l'avez sur la carte. Et qu'est-ce qu'on peut dire aussi, quel sera le stress hydrique en 2050 ou en 2100, en impliquant, donc en choisissant la période de projection climatique de ces deux périodes-là et selon qu'on a le scénario pessimiste ou optimiste. Une autre application qu'on a faite un peu dans la même veine, c'est qu'on a conservé donc ces marais virtuels et on s'est demandé si on applique la gestion aujourd'hui de ce marais-là, qu'est-ce qu'on aura comme dégradation ou comme est-ce qu'on va avoir carrément une zone humide? Donc on parle toujours de marais un peu roseliers. Est-ce que ces habitats-là vont se maintenir dans le temps? Et là, ce qui est intéressant, donc vous avez les résultats donc pour 2050, pour 2100. Ça, c'est le scénario optimiste, ça, c'est le scénario pessimiste. Et si on regarde ici, donc, qui est le pire scénario, on peut voir que la zone méditerranéenne, elle n'est pas affectée de façon uniforme par les changements climatiques. C'est clair que nous, on est chanceux, on est dans une zone sud de la France et nord de l'Italie, ça va plutôt bien. Par contre, c'est vraiment aux deux extrémités. Donc, soit à l'ouest, notamment l'Espagne, qui est en mauvaise posture avec le Portugal, le Maroc et l'Algérie. Et puis, on voit aussi que de ce côté-là, c'est un petit peu aussi pareil. Mais en fait, c'est surtout là que ça frappe fort. Et ce qui est intéressant, donc, c'est qu'on a les changements de couleur. En fait, c'est ce qu'on a évalué. Donc, on a la chance d'avoir des experts à la Tour d'Ovala des zones humides. Donc, on a notamment monopolisé Patrick Grias, avec qui on a défini des règles. On a dit, bah, si on veut avoir une roselière vigoureuse, combien de mois d'inondation avons-nous besoin? On a dit 6 mois. À partir du moment où on tombe à 4 mois, ben, oups, ça devient une surpaix. Si on tombe en bas de 4 mois, ça devient un marais ouvert. Si on tombe en bas de 2 mois, ça devient une mare temporaire. Si on tombe à zéro, pas d'eau pendant 10 ans, ça devient milieu terrestre. Donc, en appliquant ces règles-là, on a pu combiner donc, les résultats de Marocel avec des transitions d'habitat virtuels, mais quand même, l'information, elle est très pertinente. Et de la même façon, puisque Marocel procure les volumes d'eau, on a pu calculer quels seraient les volumes d'eau nécessaires pour éviter de subir ces dégradations ou ces transitions. Et là, vous avez donc qu'est-ce qu'on entend par une roselière légèrement dégradée? Ben, c'est quand on a moins d'eau, ce qui fait que en fait, le roseau va pousser un peu moins bien, on va avoir pas mal moins d'invertébrés, donc pas mal moins de passereaux. Plus dégradé que ça, ben, en fait, le roseau est plutôt remplacé par des cirpes ou des carex, et etc.
Donc, ça permet de faire des projections comme ça qui peuvent... et le but, hein, c'est de... Tout ça, ça se plie sur l'hypothèse qu'on a que les marais ont le même accès à l'eau, alors que si l'eau diminue, en fait, on peut penser que pareil, l'allocation de l'eau va aussi se jouer par rapport à d'autres usages. On sait que la tendance pour une zone humide, c'est toujours d'avoir des bassins versants de plus en plus réduits au fur et à mesure qu'on artificialise les sols. Et ça peut sensibiliser aussi sur la nécessité de maintenir les bassins versants lorsqu'ils sont encore fonctionnels. Une septième application nous vient de Maroussel, du Casser, qui est un site donc, qui appartient au conservatoire, qui est géré par les Amis des Marais du Vigaras, et sur lequel la Tour du Valat a mis en place un projet de restauration. Donc, on avait une friche agricole de 70 hectares que l'on a souhaité transformer pour partie en marais et pour partie en pelouse. Et donc, c'était vraiment un projet de restauration assez conséquent. Il a fallu, on avait un sol très compacté, on a étudié la banque de graines et puis, ou l'appui de graines pour constater qu'il n'y avait aucune graine qui était ciblée pour soit recoloniser les marais ou les pelouses. Donc, il a fallu aussi aider un peu la végétation, la bonne végétation à s'installer. Et puis, après avoir fait tout ça, en fait, on avait décidé aussi que l'alimentation, donc qui se fait par un canal qui passe à proximité, se ferait par une pompe éolienne pour pas donc utiliser des énergies non fossiles. Et on a calculé donc les volumes qu'on pourrait obtenir par cette pompe, mais en fait, on a surestimé le facteur éolien, ce qui fait que au bout de quelques années, on a constaté que même si on a eu des années un peu sèches, on n'y était vraiment pas au niveau des objectifs de gestion hydrologique qui avaient été fixés. Donc, on s'est dit, bah, là, actuellement, hein, on a eu un financement du VVF, ce qui va nous permettre de rajouter une pompe solaire, mais c'est poser la question d'accord, on va rajouter une pompe, mais quelle est la capacité de la pompe? Est-ce qu'on a besoin? Est-ce que le soleil, justement, va suffire? Combien de panneaux, etc. Et pour ce faire, eh bien, donc on avait des règles de gestion assez claires pour le marais. On voulait qu'il soit inondé de septembre à mai. On voulait qu'il ait un niveau d'eau maximum de 70 cm, plutôt en milieu d'hiver. On ne voulait pas faire d'apport d'eau en été. Et comme on pompait, on ne peut pas imaginer remplir le marais d'un coup. Donc, il fallait que l'augmentation du niveau d'eau soit relativement graduelle et constante pour être en phase avec la capacité de pompage. Alors, sur le figure du haut, vous avez donc le niveau souhaité, c'est les chiffres que l'on met dans les modes de gestion. Le niveau simulé, ben, c'est celui qu'on obtient avec une année météo moyenne. Et puis, sur la figure d'en bas, ben, vous avez les volumes pompés. Donc, selon que c'est une année sèche, donc pour les colonnes en rose, ou une année moyenne, ou une année pluvieuse. Donc, évidemment, hein, plus il y a pluie, moins on a besoin de pomper d'eau. Et là, vous voyez le calendrier de pompage. Donc, ça veut dire que quand on a une année moyenne, ben, on a besoin de 70 000 mètres cubes d'eau qu'il faut pomper entre septembre et janvier. Quand c'est une année sèche, ben, c'est davantage. Il faudra aussi pomper en mai parce qu'on veut que le marais soit en eau jusqu'en mai. Et donc, ce qu'on ne voit pas dans les volumes, c'est qu'on voit que, donc, vous voyez ici qu'en fait, oh, pardon, vous voyez ici, le niveau diminue graduellement. Donc ici, il peut y avoir évapotranspiration, mais il faut quand même qu'on reste avec encore de l'eau en mai. Donc parfois, lors d'une année sèche, il faut rajouter de l'eau en mai. Si c'est une année pluvieuse, eh ben, on peut de septembre à décembre, ça suffit. On peut voir que même qu'en décembre, on n'a vraiment pas besoin de pomper beaucoup d'eau. Mais si on se base sur le scénario le pire, qui est une année sèche, qui est un peu la météo moyenne qu'on aura probablement dans 20-30 ans, ben, on a pu déterminer qu'une pompe qui a une capacité de 30 000 mètres cubes par mois, ça suffit pour atteindre les objectifs de gestion. Et ce, sous différentes hypothèses climatiques. C'est intéressant aussi. On va rester avec les amis des marais du Vigaras. Et là, je vais vous présenter, mais pas tout, hein, parce que ce serait trop long, mais on a récemment fait une étude pour le compte du Conservatoire du littoral. C'était en fait une demande de la gestion de l'eau, de l'Agence de l'eau, qui considère qu'on met beaucoup d'efforts pour gérer les marais. Et puisque, notamment avec les anciens salins, la mode, c'est un peu de dire ben, on abat les digues et puis on permet un fonctionnement naturel, on se disait, est-ce qu'on ne pourrait pas faire de même pour d'autres sites du conservatoire, notamment les marais du Vigaras?
Donc, les marais du Vigara, vous avez, soit dit en passant, hein, moi, Gaétan et Loïc, présents dans la salle, on a développé un indice qui s'appelle le WIW pour Water and Wetland, qui nous donne, grâce à des images sentinelles, les superficies en eau. Et ce qui est intéressant avec cet indice, c'est qu'on peut voir l'eau même quand il y a de la végétation comme du roseau, ce qui n'était pas le cas des indices qui existaient jusqu'à maintenant. Donc là, vous voyez l'inondation en fait sur une année, je pense que c'est 2018. Ou bleu foncé, ça veut dire inondation permanente. Blanc, ça veut dire sec pendant 6 mois. Rouge, ça veut dire sec en tout temps. Et donc, ça vous donne un peu une idée de l'hydrologie des marais. Donc, vous avez au total 28 unités hydrologiques. Vous avez 4 pompes, vous avez 3 prises d'eau. Il y a 109 martelières. Donc, c'est un site où on a les infrastructures pour gérer. Et tout ça, ça a été hérité d'aménagements hydrauliques qui ont finalement été avortés, mais au 19e siècle. Et là, l'objectif, c'était de dire, la demande de l'Agence de l'eau, c'était de dire comment fonctionneraient les marais du Viguera si on n'intervenait pas sur la gestion. Donc, de ne pas intervenir sur la gestion, il y a deux possibilités. Soit tous les ouvrages sont fermés, soit tous les ouvrages sont ouverts. Et nous, puisque on pouvait intégrer aussi des projections climatiques, on s'est dit, bah, tiens, pourquoi pas aussi avoir un peu une vision à long terme, d'autant plus que ça pourrait être utile pour les gestionnaires, donc de voir aussi comment ça se passe à l'horizon 2050 et 2100. Alors, on ne va pas revoir tout ensemble, toutes les unités hydrauliques des marais du Viguera, mais on va en voir deux exemples qui sont un peu contrastés. Et là, il s'agit donc de prés utilisés pour le pâturage. Donc, vous avez le niveau d'eau ici, donc au cours de l'année, de janvier à décembre. La ligne du zéro, ben, c'est quand le niveau moyen est de zéro. Et puis, vous avez actuel 2050-2100. Donc, ce qu'on peut voir, donc la gestion ici, c'est les règles de gestion. Donc, les amis des marais du Viguera ajoutent de l'eau de décembre jusqu'en avril et après, on laisse aller. Vous pouvez voir que ça, donc c'est le niveau avec gestion. Donc, c'est l'eau qu'on ajoute en début d'année. Et puis, en rouge, ben, c'est les variations que l'on aurait si le marais n'était pas géré. Donc, ça veut dire que là, on simule donc une gestion avec des ouvrages fermés. Donc, ça veut dire qu'en l'absence d'irrigation hivernale, les parcelles, plutôt que d'être asséchées pendant cette période ici, ben, l'assèchement serait prolongé de 3 mois de plus. Et si on regarde au niveau de l'impact des changements climatiques, ben on se dit en fait, ce n'est pas si différent que ça. D'ailleurs, quand on regarde au niveau des volumes à ajouter pour quand c'est géré, en fait, on s'aperçoit qu'on a besoin de rajouter moins d'eau en 2100 qu'actuellement. Donc ça, c'est vrai que les scénarios ont tendance, peut-être que 2100 maintenant, c'est plus proche de nous que ça. Mais c'est en fait, comme le marais est asséché l'été, avec les changements climatiques, on va avoir une évapotranspiration beaucoup plus importante l'été. Mais l'évapotranspiration est beaucoup moins importante sur un sol asséché que sur un sol inondé. Donc, du fait qu'on a l'eau qui est déjà très basse, en fait, l'évaporation accrue due au changement climatique ne va pas avoir un impact très fort parce que le marais est sec. Et même si on perd de l'eau dans le sol, on en perd beaucoup moins que quand elle est à la surface. Et on va avoir besoin de mettre moins de l'eau parce qu'en fait, les hivers vont être plus pluvieux qu'aujourd'hui. Donc, on va avoir des entrées d'eau plus importantes de façon naturelle. Donc, c'est pour ça que qu'on rajoute de l'eau à une période où on va probablement avoir plus de pluie, eh bien, les volumes à ajouter dans le futur sont moins importants. Un autre exemple qui est un petit peu plus complexe, c'est en fait, on avait combiné ensemble des marais qui avaient un peu des objectifs similaires de gestion, en tout cas des règles de gestion semblables. Donc là, on a différentes parcelles qui peuvent avoir qui servent de roselières pour la faune paludicole, mais qui peuvent aussi accueillir des canards hivernants, on a des vasières, on a des présalés. Mais les règles de gestion donc, sont toujours à peu près les mêmes, c'est-à-dire qu'on met de l'eau à partir du mois de septembre et puis jusqu'au mois d'avril. Ce sont des parcelles qui ont des variations topographiques assez importantes, ce qui fait que pour bien représenter les situations, en fait, on a ici mis 3 lignes pour le zéro
La première ligne, ça correspond aux parcelles hautes, la deuxième aux parcelles moyennes et la troisième aux parcelles basses. D'ailleurs, quand la stagiaire là, avait fait les modélisations pour la baie solaire à la Tour de Valard, comme ce marais assez profond, on avait fait en fait deux modélisations, une pour la zone peu profonde où il y a les roselières et une pour la zone plus profonde. Donc, c'est une façon de jongler avec quand on a des différences de profondeur qui sont importantes au niveau d'une zone humide. Donc là, si on regarde les résultats, en fait, on a une perte de à peu près de 20 cm d'eau quand on ne gère pas, ce qui va induire en fait une sécheresse permanente donc en l'absence de gestion. Donc la courbe rouge, pour les parcelles hautes, on est en dessous du niveau du sol, donc ce qui veut dire que les parcelles seraient enséchées à tout temps, alors qu'aujourd'hui, elles ne le sont qu'à peine 6 mois par an. Et pour les parcelles basses, eh bien, on aurait une période à sec qui serait passablement plus longue, donc de 2 à 5 mois. Et puis, si on regarde pour les impacts des changements climatiques, ben là, en fait, c'est l'inverse de tout à l'heure, hein. Comme on amène beaucoup plus d'eau dans les marais, on aurait en fait un besoin de pompage bien plus important avec cette gestion-là. Et puis, on aurait aussi une mise en eau. Donc là, on n'a pas modifié les règles de gestion, mais peut-être qu'il faudrait aussi rajouter de l'eau, par exemple, jusqu'en mai, puisque sinon, on a quand même, ou en fait, la mettre plus tôt, parce que sinon, on va avoir aussi une mise en eau plus tardive dans les prochaines décennies, en respectant ce calendrier-là. Donc, à partir de ça, on a résumé pour chacune des unités la règle de gestion. Donc, quand c'est blanc, c'est non géré, mais en connexion avec un étang. Bleu foncé, c'est inondation permanente. Bleu plus pâle, un court à sec estival. Turquoise, à sec estival moyen. Vert, à sec estival long et jaune à sec permanent. Et donc, on a fait ces figures qui permettent d'avoir en un seul coup d'œil c'est quoi un peu le résultat, même si là, ça ne tient pas compte des variations topographiques comme on l'a vu tout à l'heure avec l'image satellite, mais ça donne une idée quand même des règles de gestion, enfin de l'impact de la gestion sur l'hydrologie de ces différents bassins. Et là, on a repris, donc à partir de Marocel, les résultats que l'on avait. On a vu les courbes de niveau d'eau, mais on peut déterminer est-ce qu'on a un court à sec estival ou un long, etc. Et du coup, appliquer des couleurs, on peut voir d'un seul coup d'œil la différence en termes d'assèchement que ça signifie quand les ouvrages sont fermés. On peut regarder aussi en un seul coup d'œil quel est l'impact du climat sur cette gestion, enfin cette absence de gestion avec les ouvrages fermés entre l'actuel, où on a quand même le cœur des marais qui a un assec estival moyen, alors qu'en 2100, on aurait un assec estival long et avec des assecs permanents uniquement. Là, on ne l'a pas fait grâce à Marocel, mais on se disait, bon, l'agence de l'eau peut dire, ouais, ben, vous avez juste à laisser les ouvrages ouverts, il n'y aura pas de gestion, et là, les marais vont bien se porter. Donc, on s'est dit, il faut quand même modéliser ça aussi. Et là, on l'a fait tout simplement par une règle en termes d'altitude, entre l'altitude de marais et l'altitude du canal d'approvisionnement. Donc, il faut savoir, je ne l'ai pas dit encore, mais on a, ben là, vous le voyez d'ailleurs, vous avez donc... ici, on a l'eau qui rentre et qui finalement irrigue une bonne partie des marais. Et ici, pareil. Donc, ça, c'est des trucs qui sont en gravitaire, alors que de ce côté-ci, en fait, on a des pompes qui permettent d'irriguer un certain nombre de parcelles. Alors, là, vous avez donc le niveau du canal et puis les couleurs correspondent à ces durées d'inondation où on aurait un assec permanent ou long ou seulement en printemps ou inondation permanente. En fonction, ici, on a 0 parcelles, donc ils sont inondés de façon permanente. Ici, on en aurait une avec un assec estival long. Ici, on en aurait 9 avec un assec permanent. Et donc, on a fait un peu le même raisonnement pour chacun des sites, puisqu'on avait la chance que les marais du Viguera avaient les niveaux NGF des marais et des canaux qui les alimentent. Et donc là, ben, vous avez le résultat, où en fait, sans gestion avec les ouvrages ouverts, c'est pas vraiment mieux parce que du coup, tout se retrouve sous l'eau de façon permanente pour ce qui est des marais qui sont irrigués par gravitaire. Et pour les parcelles qui sont, elles, irriguées par pompage, ben, elles apparaissent en jaune parce qu'elles seraient asséchées de façon permanente, puisque n'ayant plus de gestion, il n'y aurait plus de pompage. On ne s'est pas arrêté là. On a repris les objectifs du plan de gestion. Donc, les principales orientations,
gestion, les objectifs relatifs à la préservation des habitats, de la biodiversité, donc quand on avait des différentes espèces qui étaient ciblées, le contrôle ou la régulation des espèces envahissantes et les services écologiques et les usages, comme par exemple le pâturage qui se fait sur les marais du Vigara ou encore l'écotourisme où on a quand même besoin d'un petit peu d'eau dans la marais pour accueillir des gens. Et on a évalué donc sur les 40 objectifs donc extraits du plan de gestion, combien sont atteints totalement, partiellement ou pas du tout, selon qu'on applique la gestion actuelle ou l'absence de gestion fermée ou l'absence de gestion ouverte. Et donc, vous avez, et par rapport à ça aussi, ce qu'on trouvait un peu grave, c'est qu'on perd totalement la principale orientation de gestion dans un cas comme de l'autre, qui était de conserver, de gérer en cohérence avec le climat méditerranéen et de conserver une mosaïque d'habitat et la diversité biologique de façon générale. Et ben voilà.